Bienvenue à l'épisode 9 de Dialogue dilettante. Aujourd'hui, ça va être l'introduction de l'épisode 9 et Justin va répondre à la question « Faut-il croire en Dieu? » Donc Justin, je te laisse la parole. OK, donc on va partir au 17e siècle. Blaise Pascal, un mathématicien et scientifique reconnu comme un génie, qu'on a déjà abordé dans l'épisode 8 quand on parlait des probabilités et des choses comme ça, propose un argument qui est aujourd'hui considéré très ingénieux pour répondre à la question « Faut-il croire en Dieu? » par oui. OK, donc la réponse courte, c'est oui. Exact. OK, c'est bon. Okay. Puis l'argument aujourd'hui, on l'appelle le pari de Pascal, ou en anglais, on va entendre l'expression Pascal's wager. OK, puis c'est quoi l'argument exactement? OK. Grosso modo, Pascal, il dit que si on est rationnel, on devrait vivre sa vie comme si Dieu existait. Okay. La raison étant que si Dieu n'existe pas, on va pas subir beaucoup de pertes du fait qu'on a cru en Dieu alors qu'il n'existait pas. On va peut-être sacrifier quelques petits plaisirs, le luxe, la bonne nourriture, etc. Tandis que si Dieu existe, ben on gagne infiniment parce qu'on accède au bonheur éternel du paradis. OK. Donc c'est ça l'argument. Bon, ouais. Évidemment, c'est pas très convaincant pour nous aujourd'hui, puis il y a beaucoup de failles qu'on peut trouver dans l'argument. Donc premièrement, l'argument n'est pas très convaincant pour nous aujourd'hui, puis on peut trouver beaucoup de failles, mais ce n'est pas l'argument en tant que tel qui va être important ni intéressant, c'est vraiment la structure de l'argument. Puis ce qu'on va voir, c'est que ça anticipe la théorie de la décision, qui est devenue aujourd'hui une théorie très importante en mathématiques appliquées, entre autres. Ouais. Mettons, je comprends là, que c'est pas que l'argument, tu dis, ce qui est important, c'est pas le fait que l'argument soit vrai et qu'il soit bon. Parce que justement, à première vue, l'argument en tant que tel assume que ce que voudrait Dieu s'il existait, c'est que tu crois en lui pour atteindre le paradis. Puis ça, ben, théoriquement, le monde pourrait être fait de plein de façons différentes où ça, c'est pas vrai. Tu sais. Ouais, ça, c'est fait que pour que l'argument marche, il faudrait que ça soit vrai aussi. Exact. Donc, on va voir justement c'est quoi les présupposés qui utilisent, puis à chaque fois, il est possible de le contester, puis plein de gens l'ont fait, parce que c'est un argument qui a été beaucoup repris depuis. Cool. Donc, ce qui est vraiment important, comme j'ai dit, c'est qu'il va inscrire l'argument dans un cadre de théorie de la décision, puis il va utiliser les nouvelles notions probabilistes qu'il a lui-même beaucoup contribué à développer pour trouver que la réponse est oui. OK. Donc, Ian Hacking, qui est un philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle The Emergence of Probability, que j'ai lu en préparation pour l'épisode 8. Il y a un chapitre où il va décortiquer l'argument, donc je vais m'appuyer un peu sur son analyse plus tard. Le chapitre s'appelle The Great Decision. Puis dedans, il dit les considérations développées par Pascal, puis là je vais citer en anglais, They showed how aleatory arithmetic could be part of a general art of conjecturing. They made it possible to understand that the structure of reasoning about games of chance can be transferred to inference that is not founded on any chance setup. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est une des premières fois que quelqu'un se rend compte qu'on peut utiliser les notions de probabilité qui, à l'époque, ne servaient qu'à comprendre des jeux d'hasard, comme les dés, la roulette, des choses comme ça, puis qu'on peut transférer ces raisonnements-là dans un contexte plus large où on cherche à faire de l'inférence puis à faire des conjectures sur le monde. OK. Peux-tu donner un exemple de cet exemple-là? Là, il y a par exemple croire en Dieu. Ouais. Mais dans le fond, c'est toute décision. Ouais, donc quand on fait par exemple un test d'hypothèse en statistique, c'est ça. On présuppose un cadre probabiliste dans des situations qui ne sont peut-être pas a priori aléatoires de la même façon que jouer à un jeu d'hasard. C'est ça. Ouais. Parce que, mais en effet, aujourd'hui, on voit ça partout. Partout, là. Ouais. OK. Donc, c'est vraiment ancré dans notre façon de voir le monde. Tu sais, quand je dis que j'ai, je sais pas, une chance sur X de mourir dans un accident d'avion, tu sais, ça n'a pas la structure d'un jeu aléatoire de prendre l'avion, mais on transfère un peu les outils mathématiques et conceptuels
des jeux de hasard vers le monde réel. OK, je comprends. Puis c'est une des premières fois que c'est fait assez explicitement par Pascal. Puis c'est très, très intéressant si on s'y penche un peu plus. OK. Donc, le but aujourd'hui, on aimerait ça aborder. Je vais commencer par parler un peu de la vie de Pascal, puis expliquer un peu le contexte européen de l'époque. Ensuite, je vais vous formuler un exemple concret d'un problème de décision. Puis bon, c'est un peu fictif, mais en même temps, c'est basé sur ma vie. Donc, c'est un problème de décision auquel j'ai fait face à tous les jours cet été. Par la suite, j'aimerais ça qu'on fasse une brève histoire de la théorie de la décision. Donc, on va commencer avec Pascal, mais on va se rendre jusqu'à aujourd'hui. Donc, comment c'est utilisé aujourd'hui. Une fois qu'on aura une idée de la théorie de la décision puis de comment ça a évolué, on va revenir au pari de Pascal, le Pascal's Wager, puis on va essayer d'expliquer pourquoi c'est un problème de décision et pourquoi ça a la structure d'un problème de décision. Puis ensuite, j'aimerais ça qu'on termine avec une discussion un peu plus ouverte sur le genre d'arguments qui sont souvent fatalistes, qui utilisent une structure de pari de Pascal, souvent dans le but de faire peur. Donc, avec de plus ou moins bonnes raisons. OK. Super. OK, donc pourrais-tu nous donner, par exemple, des exemples entre avant et après le wager? Ouais, ben c'est que, tu sais, par exemple, comme on a vu plus tôt, la théorie de la probabilité, ça a été vraiment développé dans des contextes de jeu, de hasard, puis on a développé des outils mathématiques pour résoudre ces problèmes-là. Mais Pascal, il a utilisé des notions probabilistes pour l'appliquer dans un contexte qui ne ressemble pas forcément à un jeu de hasard. Donc, par exemple, quand on prend l'avion, on dit qu'on a peut-être un certain pourcentage de risque que l'avion s'écrase. Mais tu sais, a priori, ça n'a pas la même structure qu'un jeu de hasard vraiment, mais on utilise le même concept de probabilité. En fait, c'est vraiment partout. Donc, si on pense à des traitements médicaux, il va y avoir une probabilité de succès, une probabilité d'échec. Tu peux même prendre un traitement en sachant qu'il y a une chance que tu meurs. Par exemple, des chirurgies à cœur ouvert, des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment partout. Si on est dans une entreprise, on va modéliser notre incertitude comme étant une distribution de probabilités. Puis selon les différentes probabilités, on va prendre des décisions qui peuvent être optimales. En finance, quand on veut investir de l'argent, par exemple, si on fait des modèles plus sophistiqués, on va vraiment modéliser l'incertitude comme étant selon un cadre aléatoire. Puis... OK. Donc, beaucoup dans le calcul du risque, dans le fond. Ouais, ben... J'imagine, je dis ça comme exemple, mais il y a beaucoup d'autres branches, mais c'est un peu comme le calcul du risque. Dans le fond, c'est pas inhérent au risque en tant que tel, là, genre dans le sens que c'est avec l'accumulation de données que tu peux dire OK, maintenant je comprends c'est quoi la probabilité de quelque chose. Tandis que dans le gambling, c'est inhérent au gambling un peu. Genre, ça fait partie du système du gambling. Vraiment. Puis dans la théorie, on va souvent voir Theory of Decision Under Uncertainty, ou en français, théorie de la décision sous incertitude. Puis comment on mesure ou c'est quoi le concept d'incertitude en tant que tel? Ben, on va le modéliser par une distribution de probabilité dans la théorie. Genre. Puis on va voir que cette méthode-là a des limites, puis même encore aujourd'hui, on développe des méthodes de plus en plus sophistiquées pour tenir en compte des contextes de plus en plus complexes. Mais ouais, c'est vraiment partout. Tu sais, quand tu regardes la météo, ils vont te donner un pourcentage de chances qu'il pleuve ou des choses comme ça, mais a priori, tu sais, c'est pas un jeu de roulette, la météo. C'est ça. Il va pleuvoir ou non, mais on traduit notre incertitude en termes de probabilité. OK, super intéressant. Ben, j'ai hâte de voir à quel point le Pascal Wager était important dans cette évolution-là. Mais... Ben, ouais. Honnêtement, le Pascal Wager, il est pas comme super important, mais c'est juste de voir que Pascal il a anticipé ça vraiment plus tôt. Puis que c'est surprenant de voir ça. Puis on va voir comment ça allait évoluer par la suite. Mais il y a vraiment d'autres moments très importants dans le développement qu'on va devoir aborder pour comprendre. Donc, cool. Si tu pouvais nous parler de la vie un peu de Pascal, comme tu voulais le faire. Ouais.
Donc, je voulais parler un peu du contexte européen pour qu'on ait une idée. Donc, Pascal il est né en 1623. Donc, c'est 150 ans après que Christophe Colomb a mis le pied en Amérique. Puis, tu as les États-Unis qui sont en train de se former des colonies britanniques. Donc, c'est pas encore les États-Unis. Puis, il y a beaucoup de contemporains de Pascal qui sont importants dans la science en général. Donc, il y a Francis Bacon, qui lui était vieux, il avait 62 ans. Galilée avait 59, Kepler avait 52, Thomas Hobbes 35 ans, Descartes était plutôt jeune, il avait 27, Robert Val, qui était un ami du père de Pascal, avait 21 ans. Puis après que Pascal soit né, donc quand il avait 4 ans, il y a eu Robert Boyle qui est né. À 6 ans, il y avait Christian Huygens. À 9 ans, John Locke et Spinoza. À 12 ans, Robert Hooke. À 19 ans, Newton. À 23 ans, Leibniz. Puis bon, j'en passe, mais on voit un peu que c'est vraiment un point tournant dans le monde de la science. Donc, il y a beaucoup de philosophes. Il y a beaucoup de mathématiciens. Ouais. Ben, c'est qu'à l'époque, ces gens-là se considéraient qu'ils appelaient ça des philosophes naturels. Ouais. Okay? Donc, les branches n'étaient pas séparées comme aujourd'hui. Donc, toutes ces personnes-là, ils essaient de développer des systèmes un peu comme absolus ou de pensée totale, si on veut, où est-ce qu'il y avait comme une épistémologie, une métaphysique, une vision physique du monde, tout ça qui serait cohérent. Puis on cherche à développer des grands systèmes. Puis comme on peut penser à Spinoza, à Descartes, à Leibniz, à Newton. Comme nous, on se souvient de quelques-unes de leurs contributions, mais ils ont vraiment essayé de comme comprendre le monde au complet à leur époque. OK, cool. Puis on appelle ça la révolution scientifique, cette époque-là, puis c'est pas pour rien, parce qu'il y a vraiment l'idée comme quoi on peut manipuler le monde à travers des expériences pour le comprendre. C'est vraiment là que ça émerge. Wow. OK. Fait qu'il y a beaucoup de choses importantes qui ont été découvertes. Les logarithmes en maths, on commence à comprendre l'électricité, on invente le calcul différentiel intégral, les lois de Newton, la gravité, donc la pression atmosphérique. Donc plein de phénomènes qui sont aujourd'hui bien compris, qui viennent de cette époque-là. Sinon, on peut penser aussi à l'invention du télescope, le microscope. Pascal invente même une machine à calculer à 19 ans, donc ça n'a pas fait fureur, mais la machine qu'on appelle aujourd'hui parfois la pascaline, on est dans le 17e siècle, puis il avait inventé une calculatrice qui faisait de l'arithmétique parce que son père devait toujours faire des calculs comptables, puis ça lui prenait du temps, fait qu'il a inventé une machine pour l'aider. Wow! Fait que beaucoup de choses qui se passent. C'est une grosse époque, pareil, là. Ouais, mais c'est la révolution scientifique, vraiment. Là. Wow. Okay. Puis après ça, c'est l'époque des Lumières, où est-ce que là, il y a beaucoup de bouleversements politiques qui viennent avec le fait que, comme on essaie un peu d'utiliser plus notre raison pour construire la société. Donc, Pascal, il naît dans ce contexte-là. C'est un génie précoce. Il y a beaucoup d'exploits remarquable dès son enfance. Donc, pour ce qui est de son enfance, on a la biographie de sa sœur. Elle a écrit une biographie de son frère Blaise Pascal. Donc, il y a quelques anecdotes. Bon, est-ce qu'on doit faire confiance à sa sœur? Bon, peut-être qu'elle exagère un peu, mais juste pour se donner une idée. Donc, elle raconte qu'un jour, quelqu'un aurait frappé une assiette avec un couteau. Puis là, ça fait un son de vibration, on peut imaginer. Puis, quand il mettait sa main sur l'assiette, le son arrêtait. Puis Pascal, en tant qu'enfant, il était comme un peu intrigué par ça. Fait que là, il aurait commencé à explorer le son. On peut l'imaginer en train de taper sur des choses, puis tout ça. Puis elle dit qu'à 11 ans, il a rédigé un traité. Puis que les gens de son entourage, ils disaient que comme, tu sais, c'est bien raisonné, tu sais, ça a du sens, puis tout ça. Puis c'est un enfant d'11 ans, fait que c'est quand même... un traité sur la vibration et le son. Le son, ouais, mais tu sais, ça devait être... basique, là. Pas comme de la grosse découverte scientifique, mais quand même, tu sais. À ma connaissance, par contre, on a perdu ce traité-là. Ça serait quand même cool de voir, si on l'avait encore aujourd'hui, de voir qu'est-ce que Pascal écrivait à 11 ans. Ah, ça serait vraiment intéressant. À cette époque-là, on avait sûrement déjà découvert que le son, c'était juste une quantité de vibrations par seconde? Pas vraiment, je pense pas. Okay. Parce que, par exemple, la théorie ondulatoire de la lumière
c'est venu plus tard. OK. Comme même Newton, il disait que la lumière, c'était des corpuscules. OK. Fait que je suis pas sûr que nos théories sur les ondes étaient très développées. Mais je m'avance, je suis pas sûr. Donc, Pascal, sa mère est décédée à 3 ans. Puis son père a vu qu'il était comme intelligent. Puis il s'est dit, je vais l'éduquer moi-même. Okay? Mais à l'époque, ce qui était commun, c'était d'apprendre les langues classiques, donc le grec et le latin. Puis son père était vraiment soucieux que Pascal apprenne bien le grec et le latin. Puis il se disait que de sa nature curieuse, ce serait le genre de personne qui aimerait beaucoup les maths. Puis s'il lui montrait les maths, il délaisserait ses études classiques. Donc il essayait de lui cacher les maths. Parce qu'il savait qu'elle aimait ça. Ouais. Il se disait plus tard, ça va être pour plus tard les maths. Mais avant, il faut qu'il connaisse le grec puis le latin, sinon, ben, il sera pas un intellectuel digne de ce monde. OK. C'est un peu vrai à l'époque. Tous les grands intellectuels parlent grec, latin, français, allemand, comme anglais. Puis lui, à la base, il était français, donc il parlait le français à cette époque. Ouais, mais faut se souvenir que Pascal est né avant Descartes. Okay. Puis le discours de la méthode, c'est comme de Descartes, c'est considéré comme le premier livre intellectuel, entre guillemets, en français. Parce qu'avant, c'était toujours en latin. OK. Fait qu'il fallait que tu sois éduqué en latin. OK, fait que c'était vraiment important d'apprendre le latin pour être considéré comme un intellectuel. Puis tu lis... fallait que tu publies en latin, dans le fond. Ouais. Puis Pascal, dans ses textes, comme... moi, j'ai une collection de ses œuvres, comme il y en a qui sont en latin. Genre. Puis là, c'est un peu frustrant parce que moi, je lis pas le latin, mais j'ai des traductions en français aussi. OK, wow. Donc, en plus, c'est quand même étonnant. Sérieusement, je savais pas cet aspect-là de la science. Là. Ouais. Ça fait pas si longtemps, là. Ça fait quoi? Ça fait 400 ans? 400 ans, ouais. Tabarnouche, OK. Puis, ouais, donc les gens, comme toutes les personnes que j'ai nommées, généralement, ils parlent comme 3, 4, voire 5 langues. C'est très commun à l'époque. OK. Wow. Si tu veux être un intellectuel, il faut que tu sois capable de communiquer dans plusieurs langues. Mm-hmm. OK, mais bon, Pascal était quand même très intrigué par les maths parce que son père tenait un genre de salon de discussion chez eux. Puis il y avait des grands mathématiciens de France qui venaient chez eux, dont Robert Val, que j'ai mentionné plus tôt. Je pense que son père comme connaissait Descartes. Donc c'était comme un centre intellectuel important, c'est à Paris. OK. Puis là, Pascal, un jour, lui aurait demandé c'était quoi les maths. Puis son père, il s'est dit, OK, je vais y expliquer grosso modo c'est quoi. Okay? Puis là, il lui a dit, puis là je cite, que c'était le moyen de faire des figures justes et de trouver les proportions qu'elles ont entre elles. Et en même temps, lui défendit d'en parler davantage et d'y penser jamais. Donc ça, c'est encore sa sœur qui dit ça. Il aurait juste dit ça. Ouais. OK. Puis là, ben, la légende, ben, selon sa sœur, c'est que Pascal aurait commencé à utiliser des charbons pour écrire sur le plancher dans sa salle de jeu. Puis il aurait inventé son propre vocabulaire, donc il appelait ça des ronds pour les cercles, des barres pour des lignes. Puis là, elle dit que après ces noms, il se fit des axiomes et enfin des démonstrations parfaites. Il passa et poussa sa recherche si avant qu'il en vint jusqu'à la 32e proposition du livre d'Euclide. Donc là, sa sœur dit que... Son père lui a dit, en général, c'est des formes justes puis des proportions. Ouais. Et lui, il a résolu Euclide. Il a trouvé les 32 premières propositions d'Euclide. OK. Bon, on peut être sceptique, mais par exemple, moi, j'aurais pas de misère à croire que... c'est quoi la 32e proposition d'Euclide? Ouais. C'est que ça dit que la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à la somme de 2 angles droits. Okay? Donc, que la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. Okay. Bon, ça se peut que Pascal, en jouant avec des triangles puis des lignes, j'aurais pas de misère à croire qu'il s'est rendu compte de ça. Okay? Mais là, de dire que comme il a posé ses axiomes puis qu'il a fait des preuves jusqu'à la 32e proposition, bon, on peut être sceptique. T'sais, ça comme se peut, mais... Dans le fond, peut-être qu'il s'en est rendu compte, mais de là de le prouver puis que ce soit pas juste une conjecture, mettons. Ouais, c'est un peu ça, dans le fond. Ouais, puis qu'il ait prouvé, qu'il ait formulé le bon système avec les définitions rigoureuses. Ouais. Ça voudrait dire qu'il... ouais, avec ce que son père lui a dit, qui était très vague en passant. Ouais. Puis lui, il a dit, OK, pour résoudre des trucs, il faut un système d'action, puis tout ça. C'est ça.
Puis il y a 11 ans, je pense, quelque chose comme ça. C'est ça. Fait que, ouais, non, ok. Bon, peu importe que ça soit vrai ou non, l'anecdote est cool, là, mais bon, j'en doute. On peut faire comme si c'était vrai. Là. Ouais, c'est ça. Faisons comme si c'était Ouais. vrai, juste pour... Au pire, c'est fictif, mais c'est une belle histoire. Ouais, tu sais. c'est ça, exact. OK. Puis là, le reste de l'histoire, c'est que son père, il a été ému en voyant ça. Il a été consulter un de ses amis, puis là, son ami lui a dit « OK, tu peux pas lui cacher les maths, c'est un génie. OK? » Fait que là, son père lui a donné le livre d'Euclide, puis lui a dit « Dans tes temps libres, tu pourras étudier Euclide. OK? Mais dans le jour, là, quand c'est sérieux, c'est le grec puis le latin. » Okay? C'est drôle, pareil, comme mentalité. Puis sa sœur dit que genre Pascal il dormait pas de la nuit parce qu'il lisait Euclide la nuit puis des choses comme ça, j'y crois, c'est ça. Ouais. C'est un enfant vraiment curieux qui est passionné, comme il y a pas de cellulaire dans ce temps-là, le fait que peut-être que lire Euclide c'est comme l'affaire la plus cool au monde. Il y a pas internet là. Puis là ça c'est vrai. À 16 ans, il a rédigé un texte qui s'appelle Essai pour les coniques. Okay. Je sais pas si tu es familier avec le concept d'une conique. Pas du tout. OK. On étudie ça au secondaire ici au Québec. Là. Les cercles. Non, mais on les appelle pas comme ça, mais Ok. on étudie les cercles, les ellipses, Ouais. les paraboles, les hyperboles. Okay. Ben, ça, on appelle ça des coniques parce qu'on obtient ces formes-là en coupant un cône. Donc, si tu as un cône, puis tu le coupes parallèle à sa base, ça va faire un cercle. Si tu le coupes un peu en angle, ça va faire une ellipse. Ok. Si tu le coupes debout, ça va faire une parabole. Puis si tu coupes d'un certain angle, ça va faire une hyperbole. Ok. Juste pour rappeler, je sais que ça va l'air stupide comme question, mais un cône. Là. Ouais. Parce que moi, je me rappelle plus très bien de la géométrie de secondaire 4-5. Cône, est-ce que ça peut être aussi à base rectangulaire, à base... Non. Ça, c'est une pyramide. Hein? Ouais. Un cône, il faut que ça soit un cercle. C'est absolument un cercle. Ouais. Ok, cool. Puis là, tu peux le définir comme étant genre l'ensemble des points qui respectent une certaine propriété par rapport à ce cercle-là. Puis, ok. Mais, ouais, bref. Donc, à l'époque, c'était un sujet qui était comme en plein développement, les coniques. Puis Pascal, il a rédigé un texte à 16 ans. Dedans, il a prouvé un théorème qu'on appelle encore le théorème de Pascal. Puis, apparemment... C'est quoi ce théorème-là? C'est que dans chacune des coniques, il est possible de tracer un hexagone qui respecte certaines propriétés. Okay. Il appelait ça l'hexagone mystique, quelque chose comme ça. Okay. Aujourd'hui, on appelle ça l'hexagone de Pascal. Okay. Mais je connais pas très bien cette branche-là des maths parce que aujourd'hui, on pousse pas beaucoup la géométrie parce qu'avec les méthodes que Descartes a inventées, avec les plans cartésiens puis les coordonnées dans le plan, tout ça, c'est tellement plus facile de faire la géométrie comme ça que genre on s'intéresse moins au côté géométrie pure avec une règle puis un compas puis des choses comme ça. Ok, ouais. Donc aujourd'hui, quand on apprend sur les cercles et les paraboles, on va les apprendre avec des équations. Oui. Par exemple, le cercle, c'est comme x carré plus y carré égale 1. Puis ça, c'est le cercle de rayon 1. Des choses comme ça. On va pas trop faire de la géométrie comme au temps d'Euclide. Genre. Ok, mais est-ce que le système, parce que ça me vient à cette question-là, justement, quand tu me parlais de géométrie, je le voyais comme de cette façon-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on utilise, mettons le plan cartésien, est-ce qu'il utilise les mêmes actions que Euclide utilisait ou ça utilise un autre c'est que axiomatique? Dans le plan cartésien, on peut tout développer Euclide, mais comme facilement. Là. Juste en utilisant... Parce que le génie, en fait, du plan cartésien, c'est que tu peux transformer des notions géométriques en notions arithmétiques. Parce que ça devient des équations avec des additions et des multiplications. Puis là, tu peux juste faire les calculs sans devoir te casser la tête avec les formes géométriques. Puis là, tu trouves les résultats. Puis ça marche tout le temps parce que comme ton système... Parce que tu n'es pas obligé de... Mettons, c'est une question que Est-ce que c'est parce que tu n'es pas obligé de comparer, mettons, les différentes axes puis tout ça par rapport à la forme elle-même, mais tu peux le faire par rapport à un espace abstrait, un peu? Je suis pas sûr de comprendre ta question. Tu peux le faire par rapport à... tu peux le faire par rapport à un espace que tu as donné, dans le fond. Tu crées comme un genre de plan. Puis là, tu peux voir la forme dans ce plan-là. C'est comme si tu crées comme un méta... une métaforme pour comparer la forme dans laquelle il est. Ouais, c'est que tu es capable, avec les coordonnées, tu sais, ton système de coordonnées, il est arbitraire en partant, mais une fois que tu l'as seté,
tout va être cohérent si tu suis les règles C'est ça. correctement. Puis t'as pas les règles vont devenir les règles de l'arithmétique puis de l'algèbre plutôt que les règles de la géométrie, puis c'est beaucoup plus facile. Ah, ok, je comprends. Donc, mais comme si tu regardes, même Newton, quand il faisait sa théorie physique, il la faisait toute géométriquement. Genre. Fait que tu checkes les livres de Newton, puis c'est des formes avec plein de lignes, puis des points, puis ça c'est le point A, B, C, D, E, F, G, puis c'est vraiment comme un casse-tête. Puis aujourd'hui, on est vraiment faible à faire ça parce que on n'a plus besoin. C'est trop pertinent, c'est trop facile de juste utiliser le plan cartésien. Wow, c'est nice. Ouais. Ok. Donc c'est ça. Donc Pascal, il a rédigé son traité de conique. Puis ça, je pense que c'est vérifié historiquement, mais c'est apparemment Descartes aurait reçu une copie parce que les gens, ils s'envoyaient leurs travaux comme ça. Vraiment, il n'y avait pas encore les journaux scientifiques comme aujourd'hui. Fait que tu t'envoyais vraiment tes travaux aux gens que tu pensais que ça pouvait intéresser. Puis Descartes, il pensait que ça venait du père de Pascal. Puis comme il disait non, c'est impossible que ce soit Pascal qui a fait ça. Parce qu'il avait 16 ans, mais en fait, c'est vrai. Puis ça, on l'a encore aujourd'hui. OK. Puis je l'ai feuilleté, là, puis... mais comme je te dis, on est trop faible en géométrie. C'est comme, tu lis ça, puis t'es comme, OK, je te crois, mais j'ai pas les connaissances pour te... OK, puis là, c'est ça. La plupart de ses contributions scientifiques, il les a faites dans ses années de jeunesse. Okay. On va voir plus tard. Donc, à 19 ans, je l'avais mentionné, il a inventé une machine à calculer. On se souvient aussi de Pascal pour son expérience sur la pression atmosphérique. Donc, il aurait comme prouvé qu'il y avait une pression atmosphérique. Puis aujourd'hui, l'unité de mesure de la pression, c'est le Pascal. Ouais. C'est en l'honneur de cette découverte-là. 1 Pascal, c'est la pression. Non, c'est même pas ça. La pression atmosphérique, c'est 101,3 kPa. Donc, un Pascal, ça va être défini par rapport à d'autres mesures. Je suis pas sûr c'est quoi, là, mais ça va être comme la pression exercée par genre 1 gramme d'eau sur... Tu sais, ça va être quelque chose comme ça. Je me souviens plus c'est quoi. Fait que ensuite, il y a la grande conversion religieuse. Donc, il va abandonner la science au profit de la contemplation de Dieu et la prière. Puis, il a poussé ça vraiment à un point que c'était pratiquement de la folie, là, selon moi. Donc, il faut comprendre que lui adhérait à une vision de la croyance qui était très ascétique. Il cherchait à éviter le plaisir. Puis à vraiment, j'ai pas le mot en français, mais à pratiquer comme du self-denial, à comme pas se laisser contrôler par ses impulsions, puis par ses besoins, ses désirs, ça. Okay. Exact. OK. Puis là, il y a une anecdote que sa sœur raconte que j'aime raconter parce que pour moi, ça montre à quel point c'était intense. À la fin de sa vie, pour se vouer à Dieu, il s'est retiré de Paris. En campagne, puis il essayait d'éviter de voir des gens parce que ça lui faisait plaisir de voir des gens. Mais Pascal était déjà reconnu en France comme étant un grand sage, puis des fois, des gens allaient le trouver pour lui poser des questions. Tu sais, qu'est-ce que je devrais faire de ma vie, puis tout ça. Puis lui, il aimait beaucoup ça, mais fait que là, il se disait, je peux pas le faire, mais d'un autre côté, il se disait, j'ai pas le choix, comme je peux pas laisser ces gens-là sans aide. Tu sais, ils sont venus me voir, je vais les aider. Fait que le compromis qu'il a trouvé, puis là je vais citer sa sœur, c'est que il a pris une ceinture de fer avec plein de comme pics, puis il la mettait sur sa peau, j'imagine, autour de sa taille. Puis quand il se rendait compte qu'il avait du plaisir à parler avec quelqu'un, il se donnait des coups de coude pour se rentrer les pics. Oh my God! Pour se rappeler que comme il n'a pas le droit d'avoir du plaisir. Puis là, il s'est rendu compte que ça marchait vraiment bien, puis apparemment, il utilisait ça constamment. Genre. Il gardait ça tout le temps. Puis dès qu'il se rendait compte que comme il faisait pas... il était pas en train de contempler Dieu ou de prier, genre, il se piquait avec cette affaire-là. Oh my God, c'est... Donc, c'est vraiment intense. Ouais. Fait que, il a vraiment délaissé la science pour mener cette vie-là. Mais il a continué son travail intellectuel, mais dans le but de la gloire de Dieu. Là. Okay. Il voulait écrire un grand livre qui serait une apologie de la religion chrétienne.
Il l'a jamais écrit. Mais si, juste... Ouais. S'il y avait du plaisir en contemplant Dieu, c'était correct. Pour la gloire de Dieu, c'était correct. Ouais, I guess. Je sais pas, là, mais peut-être Ok. c'était pas du plaisir. Je sais pas comment il voyait ça, mais tu sais, ce que sa sœur dit, c'est qu'il tenait à ce que tout son temps soit dédié à comme soit lire la Bible, soit prier. Ok. Basically, genre. Puis, comme apparemment, il connaissait la Bible par cœur, puis... Mais ça m'étonne pas, parce que c'était sûrement pas le seul qui connaissait la Bible par cœur à cette époque-là. Là. Ouais. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? Ouais, c'est ça. Donc, il voulait publier un grand texte qui serait une apologie de la religion chrétienne, mais il était très malade. Toute sa vie, il a été malade, mais surtout à la fin de sa vie. Donc, aujourd'hui, ce texte-là, il l'a jamais terminé, mais tout ce qu'il y a, c'est comme des fragments, genre qu'on appelle aujourd'hui les pensées. Okay? C'est comme le texte, entre guillemets, le plus célèbre de Pascal, c'est les pensées. Puis c'est juste des petites maximes, des petits fragments de pensée. Et puis c'est là-dedans qu'on trouve le pari de Pascal. Okay? C'est un des fragments dans les pensées. OK, fait qu'il a fait ça pendant sa vie qui n'était pas intellectuelle, théoriquement. Ouais, c'est ça. Plus dans sa vie intellectuelle pour Dieu. Exact. Il a fait ça. Okay. Okay. Puis ça a du sens parce que c'est un truc qui parle de Dieu. Absolument, ouais, ça a du sens. Puis une autre chose qui est vraiment importante de comprendre, puis ça, sa sœur aussi en parle dans sa biographie, c'est que son père lui avait vraiment inculqué, depuis qu'il était jeune, que les affaires de croyance, puis tout ça, ça ne pouvait pas se comprendre avec la raison. Okay? C'était comme la raison, c'est pour le monde, la science, puis les affaires de croyance, c'est autre chose. Okay? Ça, c'est sa sœur ou c'est lui? Sa sœur dit que Pascal avait... Sa sœur dit que son père leur a inculqué ça quand ils étaient jeunes. OK, je comprends. Puis ça peut sembler un peu contradictoire parce que là, le pari de Pascal, c'est comme un argument raisonné, mais c'est pas contradictoire parce que le pari de Pascal, c'est pas une preuve que Dieu existe. C'est plus une preuve que tu devrais croire en Dieu. Croire en Dieu. Tu peux rappeler le pari de Pascal, juste... Ouais. Donc, c'est que si tu crois que Dieu existe, puis je vais rentrer dans les détails, il y a plus de chances que tu finis par vraiment croire en Dieu. Puis, si tu crois en Dieu, puis que Dieu n'existe pas, le pire qui va arriver, c'est que tu vas sacrifier quelques plaisirs de la vie pour respecter Dieu. Okay? Tu vas sacrifier tes péchés pour respecter Dieu. Puis c'est tout. Mais si Dieu existe, tu vas gagner infiniment parce que tu vas aller au paradis éternel. Exactement. Fait que dans le fond, la personne qui croit en Dieu, si Dieu n'existe pas, ben la personne qui croit en Dieu puis la personne qui croit pas en Dieu vont finir un peu de la même façon. Ouais. Puis si Dieu existe, la personne qui croit en Dieu va aller au paradis, tandis que la personne qui croit pas en Dieu ne va pas y aller. Donc, tu as tout intérêt à croire en Dieu. C'est ça. Mais lui, il est convaincu que les gens sont prédestinés à croire en Dieu, puis que tu peux pas comme faire semblant d'y croire. Il faut que ça vienne du cœur, puis tout ça. Mais il dit, si tu mènes ta vie comme si tu croyais en Dieu, il y a plus de chances que tu finisses par y croire. Puis en tout cas, c'est un peu ça l'argument, là. OK. Puis il y a une citation célèbre là, dans les pensées que peut-être tu connais, c'est comme « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Ça résume un peu l'idée comme quoi tu peux pas raisonner ta croyance en Dieu. Mm-hmm. C'est vraiment ça qui veut dire. Okay? Ouais. Fait que après ça, ben à 35 ans, il est tombé vraiment malade. Puis là, pendant 4 ans, il a presque rien fait. Il ne pouvait même pas lire, écrire. Il était juste au lit. Puis il est mort à 39 ans. OK, il est mort très jeune. Ouais. Il a été malade. Sa sœur dit que dès qu'il était jeune, il était malade. Puis. Il était-tu mort d'une infection sur les côtes ou? Ouais, probablement. Genre d'infection comme qu'aujourd'hui on pourrait guérir facilement, probablement. Là. OK, donc ça, c'est grosso modo la vie de Pascal dans le contexte. Puis ce que j'aimerais aborder au prochain épisode, ce serait une explication de c'est quoi la théorie de la décision, donc au moyen d'un exemple. Puis j'aimerais ça aussi parler de l'histoire de l'évolution de la théorie de la décision. Vous aimez Dialogue Dilettante? Suivez-nous sur Spotify, Google Podcasts ou toute autre plateforme de podcast que vous préférez. Vous aimeriez continuer la discussion? Rendez-vous sur YouTube ou Facebook, où nos pages, toutes les deux appelées Dialogue Dilettante, hébergent chacun de nos épisodes et commentez sous la vidéo. Que ce soit pour des questions, des commentaires ou des suggestions,
Venez discuter avec Elliot et Justin, vos animateurs de Dialogue Dilettante.